Merci d'être fidèle à nos programmes. Bonsoir et bienvenue sur ITV. L'ambassadeur de la Palestine à Dakar critique la position du Sénégal face au conflit avec Israël. Safwat Ibrahit parle d'une attitude ambiguë alors que des centaines d'innocents sont en train de subir la fureur de l'État hébreu. D'ailleurs, une grande mobilisation est prévue à Dakar ce vendredi. La polémique autour du projet de découpage du département de Rufisque ne s'est toujours pas estompée. Le conseil municipal de Sangalkam change de stratégie, des visites de proximité chez les populations pour les sensibiliser. Enfin, d'édition, une visite historique au phare de Rufisque. Le site a joué un rôle primordial lors de la Seconde Guerre mondiale. La découverte de ce soir sera donc sur un patrimoine culturel de la communauté Lébou. Le conflit entre Israël et la Palestine résonne dans l'actualité internationale de ces derniers jours. Les réactions de solidarité au peuple palestinien viennent de partout et le Sénégal a récemment publié un communiqué pour dénoncer les violences perpétrées par l'État hébreu. Cependant, l'ambassadeur palestinien à Dakar n'est pas si convaincu. Safwat Ibrahit déclare que la position du Sénégal est plutôt ambiguë. Et voici un bout de l'entretien accordé à Mamadou Guekassé pour iRadio ITV. Je fais un peu la différence entre le communiqué délivré par le ministère des Affaires étrangères qui, pour nous, était un communiqué de faible formulation, assez faible et qui n'a pas été assez clair pour montrer effectivement la position que je suis en train de te relater. C'est pourquoi je fais tout cet historique pour dire que le président Macky Sall, le 23 décembre 2016, il a donné ses instructions pour que cette résolution soit adoptée. Et nous avons vu 15 pays membres de Conseil de sécurité à l'unanimité optant pour ce projet. Et donc, y compris l'administration américaine de M. Obama qui a fait un feu orange pour passer un message fort à Netanyahou qu'on n'est pas toujours avec toi. Et ça, malheureusement, c'était fait à quelques petite période avant le départ de Obama. Donc c'est ce même Sénégal qui nous abrite aujourd'hui et qui s'active en tant que vice-président de la commission Al-Quds au sein de l'OCI et qui n'a jamais ménagé d'efforts sur toutes les instances de voter pour la Palestine, de soutenir les candidats palestiniens, etc. Mais jusqu'où la diplomatie sénégalaise devrait-elle aller selon vous? Vous avez jugé que sa posture était plus ou moins faible. C'est ce que je vais dire à Madame le ministre quand elle va me recevoir à son retour de voyage. Ce communiqué a été mal interprété. Les intentions sont bonnes. On n'a pas de doute que le ministère ou l'État du Sénégal ne mâche pas ces mots. Mais la formulation de dire les violences de toutes sortes, comme quoi on insinue que les Palestiniens étaient coupables au même pied d'égalité que les Israéliens. Ça, c'est quelque chose d'injuste. L'Alliance nationale pour la cause palestinienne appelle à une grande mobilisation dès ce vendredi à 15h à la place de l'Obélisque. Et ce sera, pour dénoncer ce qui est en train de se passer en Palestine. Les détails de cette manifestation pacifique livrée par le coordonnateur du mouvement Africa First, Pape Nalagay. Ne pas le dénoncer, ne pas se lever pour dire non, c'est être complice des crimes d'Israël. Le peuple sénégalais ne saurait être complice. Nous, signataires de la présente déclaration, nous demandons à l'État du Sénégal, garant de l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien depuis les décennies, de revoir sa position vis-à-vis d'Israël. Appeler à la désescalade est bien, mais condamner le terrorisme d'État d'Israël est aussi de sa responsabilité. Exigeons à la Cour pénale internationale l'ouverture des poursuites pénales contre l'État d'Israël, son armée et ses dirigeants criminels. Appelons au boycott d'Israël, plus de commerce avec l'État voyou, terroriste, bandit et sioniste d'Israël, que ces produits
ne garnissent plus les étagères de nos magasins et de nos foyers. L'Alliance chargée de l'organisation du rassemblement du 21 mai 2021 qui se tiendra à la place de l'Obélisque de Dakar à partir de 15h. Les dirigeants sénégalais également attendus sur des questions internes, par exemple le projet de découpage administratif qui divise acteurs et populations. Et pour apaiser les tensions, les conseils municipaux de Sangalkam sont en train de faire des visites de proximité pour sensibiliser les populations sur ce projet qui concerne le département de Rufisque où nous attend Babacar Seck. La tournée des conseils municipaux de Sangalkam dans les cités qui vont être détachées de Bambilor dans le projet de découpage a permis à certaines populations de montrer leur adhésion, mais aussi d'égrener quelques doléances aux autorités. Nous ne dépendions même pas de Sangalkam, il nous a toujours accompagnés. Donc là, vraiment, nous accueillons cette nouvelle à bras ouverts. Pour chercher un certificat de résidence, c'était un problème. Il fallait d'abord avoir le domicile ici, aller dépasser Sangalkam pour aller jusqu'à Bambilor pour chercher le certificat de résidence. Ne serait-ce que cet exemple-là nous montrait que ce découpage-là, vraiment, nous n'avons pas adhéré à ce découpage. Puisque les cités ne cessent d'augmenter, chaque année, il y a des nouveaux habitants ici. On aimerait avoir vraiment un nouveau collège dans la circonscription de Sangalkam. À la cité Assi, l'éclairage public et le manque d'eau ont été mis en avant. Ce qu'on aimerait dans notre cité, ce sont des dos d'âne sur la route. L'éclairage est inexistant ainsi que l'eau courante. On nous braque en pleine journée, faute de sécurité. Le premier adjoint au maire de Sangalkam salue la correction des incohérences qui n'a rien de politique. Sangalkam est un symbole d'injustice. Le ministre Omar Gueye a été un symbole d'injustice. Est-ce que vous l'avez entendu? Étant ministre, il a toujours été un républicain hors pair. Raison pour laquelle, aujourd'hui aussi, les populations, regardez la cité Assi, qui fait partie de Bambilor. Si vous venez à la cité, vous dites non, aujourd'hui, nous sommes contents d'être attachés à la commune de Sangalkam. Ça montre à suffisance réellement que ce que les gens disent, que ce découpage est un découpage partisan, qui raconte des histoires tout simplement. Selon les conseillers municipaux, cette tournée dans les autres localités qui seront rattachées à Sangalkam va se poursuivre dans le but de remercier et de sensibiliser les populations. Merci beaucoup, Babacar Seck. Les élections locales, c'est encore loin, certes, le 23 janvier 2022, mais c'est quand même le moment d'afficher les ambitions. Certaines communes représentent de vrais enjeux, à l'exemple des parcelles assainies où la bataille s'annonce déjà très rude. Les commentaires des uns et des autres recueillis par Mamadou Djan. Aux alentours du terrain à Capes, des chauffeurs et rabatteurs sont assis devant une boutique multiservice, un endroit érigé en grande place. Parmi eux, Oumar Sarr. Selon ce chauffeur, la bataille pour le fauteuil du maire des Parcelles Assainies risque d'être serrée. Bon, le maire sortant, moi, Moussa Sy, mon maire. Les candidats sont nombreux aux Parcelles Assainies. Il y a le maire Moussa Sy, Gueye Original Korifay, Moustapha Kane, Amadouba et tant d'autres. Mais pour Amadouba, je pense qu'il faut qu'il revoie sa posture, qu'il soit plus proche des populations des Parcelles Assainies, s'il veut la mairie. Élection municipale, à l'unité 21, Ndeye Seynabou Dabo étale ses serpillères mouillées devant la porte de sa maison. La carte d'électeur de cette femme appartient à ceux qui travaillent pour l'intérêt des Parcelles Assainies. Nous sommes avec ceux qui nous aident, ceux qui travaillent pour l'intérêt des Parcelles Assainies. Nous voulons que les jeunes aient de l'emploi et que les femmes puissent accéder au financement. Je suis avec le candidat qui travaille pour cela. Ces habitants des Parcelles Assainies disent être politiquement laissés en rade, cela depuis 2012. Affaire yu bëri yi nga xamanteni waroon nañ ko def fi doxul parce que bo sété parti au pouvoir bi ak maire bi nga xamanteni nekkul ci parti mom manam seen liggéey chaque instant da fay am ay difficultés yu fa nekk de ce fait nak kon yi nga projet yi nga xamanteni waroon nako taxawal pour parcelle tamit mu jappalé ko ci wa pour projet yoy ñu mën ci bénéficier wu. Moussa Sy, le maire sortant, cherche à rempiler
Pour autant, cela ne sera pas une mince affaire, car devant lui, de coriaces adversaires pourraient déclarer leur candidature, à l'image des anciens ministres de l'Intérieur Mbaye Ndiaye et des Finances Amadou Ba. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi cette menace des grossistes distributeurs de gaz butane. Il n'exclut pas de perturber la chaîne sur toute l'étendue du territoire national en raison de revendications non encore prises en compte par l'État du Sénégal. Et le consommateur sénégalais s'inquiète déjà de cette annonce. Voyez ce reportage de Aïssatou Kane. Le manque de bonbonnes de gaz et les grèves qui se succèdent dans le secteur deviennent pesants pour la population. Ce père de famille pense que l'État devrait négocier avec les commerçants et contrôler les prix. Les grossistes veulent gagner plus de bénéfices, ce qui est normal. C'est à l'État de trouver un train d'entente avec eux. Il faut peut-être diminuer les taxes et contrôler les prix. Il est dit qu'on a du gaz et du pétrole et pourtant les prix augmentent. Où se trouve le problème? Le peuple est fatigué. Cette dame peine depuis plusieurs jours à en trouver. Selon elle, cette difficulté remonte aux manifestations de mars dernier. Il y a une pénurie de gaz, nous n'avons plus de gaz et nous n'arrivons pas à l'avoir. S'il augmente le prix, ce sera encore plus difficile. Je pense que c'est à cause des manifestations que nous n'arrivons toujours pas à avoir de gaz. Sur la même allée, cette consommatrice voudrait que l'État soit à l'écoute des grossistes pour mettre les consommateurs à l'abri de ce genre de désagréments. Les grossistes n'ont rien à voir avec ce problème. Ils ne font que revendre. C'est à l'État de discuter avec eux et négocier afin que l'on puisse s'approvisionner en gaz. Nous n'utilisons plus le bois. Tout le monde fait usage du gaz. Que Macky Sall nous vienne en aide et que les prix puissent diminuer. Les grossistes sont fatigués et s'ils font la grève, nous en serons les perdants. Le gaz, indispensable dans le quotidien des Sénégalais pour des usages domestiques, les consommateurs espèrent que l'État va prendre ses responsabilités pour mettre fin au calvaire. Et transition pour parler de l'exploitation future du gaz et du pétrole au Sénégal. Les installations du projet Grenat Tortue Ahmeyim sont évaluées à 60% d'exécution. Les ministres sénégalais et mauritaniens des énergies ont visité les chantiers du MOL 8 du port autonome de Dakar. Compte rendu signé Mamadou Dieng et Cheikh Diop. C'est fait. Le premier caisson du grand projet Tortue Ahmeyim est mis à l'eau. Le caisson constitue une digue de protection contre la houle. Au MOL 8 où ces caissons sont fabriqués, les machines tournent en plein régime. Les ouvriers à pied d'œuvre. 21 caissons en cours de fabrication et d'installation pour le projet de la phase 1 de la GTA. Premier arrêt de cette visite du chantier de fabrication des caissons, la centrale à béton. Matière essentielle dans la fabrication de ces digues. Le caisson pèse 16 200 tonnes de béton et d'amertume. Le projet GTA pour BP et ses partenaires va produire ces 21 digues de 55 mètres de longueur chacun, 28 mètres de largeur et 31 mètres de hauteur pour protéger le gaz liquéfié découvert entre la Mauritanie et le Sénégal. C'est pas évident. C'est du nouveau dans nos pays. Et ils l'ont dit, c'est la première fois à travers le monde que ces caissons sont construits sur terre. C'est la première fois qu'on a vu autant de roches utilisées pour faire un enrochement pour ces digues. Quand je regarde le film que nous avons vu tout à l'heure, les tonnes et tonnes de roches qui ont été extraites pour permettre de faire la digue de soutènement sur lesquels ces caissons vont être posés. Ces caissons servent de brise-larmes pour les installations du projet et leur mise à l'eau est un progrès pour British Petroleum. Nous avons tenu à marquer ensemble l'étape de la mise à l'eau des caissons.
une importante étape vers la livraison tant attendue du premier gaz en 2023. L'ingénierie qu'il a fallu déployer pour en arriver là est tout simplement remarquable et exécutée selon les normes internationales. Each one of them, which will create 1.2 km of the... Le ministère des Énergies ne lésine pas sur les moyens pour protéger ce gaz, car il y va de l'économie des deux pays. Aujourd'hui, l'économie des deux pays dépend de votre engagement. Parce que si ce gaz sort à temps, si ce pétrole sort, ça devrait être une fierté pour toute personne qui a mis son temps, toute personne qui a mis son énergie, toute personne qui a mis ses capacités intellectuelles. Le projet est à 125 km des côtes. 5 milliards de dollars sont injectés rien que dans la première phase. La livraison du projet est prévue en 2023. Merci Mamadou Dieng. Et si vous êtes intéressé par le pavage, l'écovigile ou encore le nettoiement, le ministère de l'Urbanisme vient de lancer un nouveau programme pour l'emploi. Au total, 12 000 jeunes seront recrutés comme volontaires pour effectuer ces travaux précités. Ngour Diouf et Sedina Mbaye nous en disent plus. Réindaouni pour un Sénégal zéro déchet, un nouveau programme lancé par le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Un programme qui forme des jeunes dans le domaine de l'hygiène publique et du cadre de vie à l'échelle nationale. Non, moi je ne suis pas au courant. Je suis pas au courant, oui. Non, le problème c'est un manque de communication. C'est un manque de communication. C'est l'État qui devrait passer une telle communication pour toute la jeunesse. Pour toute la jeunesse puisse savoir qu'il y a des emplois concernant les jeunes. Mais c'est un manque de communication. Comme Mohamed Ndiaye, Opa aussi n'était pas au courant du projet. Il en profite pour déplorer le manque de communication. Je ne suis pas au courant de cette initiative, même si je peux dire que c'est une bonne. Je pense que les autorités doivent travailler leur communication et permettre à tous les jeunes bénéficiaires de ces projets d'être au courant pour pouvoir s'inscrire. Titulaire d'une licence en transport logistique, Cheikh Ndiaye, lui par contre, est bien au courant du projet. Réundaouni pour un Sénégal zéro déchet. Il invite les jeunes à y adhérer massivement. Je suis étudiant. Je viens tous les jours dans les sentiers pour pouvoir satisfaire mes besoins en tout cas. Non, je lance à la jeunesse sénégalaise de travailler. Et il n'y a pas de sous-métier aussi. En tout cas, l'essentiel c'est de croire en soi. En tout cas, pour moi, c'est ça, l'essentiel. La problématique de l'emploi des jeunes au Sénégal reste d'actualité. À Dakar, certains jeunes rencontrés dénoncent un manque de communication des autorités. Car, à leurs yeux, ils ignorent la marche à suivre pour décrocher un emploi. À noter que le projet en question démarre dès demain. Le reste de l'actualité consacrée à l'éducation et à la protection des enfants démunis. Les acteurs concernés ont initié une session de travail avec de jeunes élèves sur comment promouvoir le droit ou les droits des enfants. Seynabou Babou, oui, pardon, nous signe ce compte rendu. Engager les jeunes dans le débat, c'est-à-dire ce sont des élèves de diverses universités qui sont présents aujourd'hui pour qu'on puisse faire une session de travail avec des acteurs de la politique, de la société civile et des organisations internationales pour qu'on puisse faire un travail et apporter des solutions.
Pour résoudre ce problème des droits de l'enfant, la directrice exécutive de Social Change Factory reste convaincue qu'il faudrait que les gouvernants soient à l'écoute des enfants. On est parti sur la logique que on ne peut pas faire quelque chose pour quelqu'un sans l'impliquer. Donc, si on doit faire un travail pour les jeunes, pour les enfants, il faut écouter leur voix afin que cela puisse vraiment répondre à leurs besoins. Et ce sont les premiers bénéficiaires de nombreuses politiques qui sont mises en œuvre. Donc nous, dans toutes nos activités, ce qu'on fait, c'est avec et pour les jeunes. Des initiatives de Social Change Factory appréciées par la présidente de l'Empire des enfants, Anta Mbow, qui ne cesse de porter la voix des enfants. Écoutez, ça me fait plaisir parce que je me dis... Nous, ça va faire presque une vingtaine d'années que l'Empire des enfants existe, que nous nous battons contre cette injustice qui touche les enfants. Donc aujourd'hui, s'il y a la relève, parce que c'est hyper important, et surtout bénéficier de notre expérience, je pense que c'est bien. À l'échec, à l'avenir, au prestige, à la stabilité, à la passion et à l'action. Waxtaanu Ndaw ñi, une journée d'écoute des besoins des jeunes. Pour le Social Change Factory, le respect des droits des enfants reste un facteur primordial pour le développement d'un pays. Ils comptent apporter leur pierre à l'édifice pour régler les manquements concernant les droits des enfants. Et avec déontologie en face. Un petit rappel historique, lors de la Seconde Guerre mondiale, le phare de Rufisque a permis de repousser l'attaque de Dakar dans la nuit du 23 au 24 septembre 1940. Et dans la rubrique découverte de ce soir, c'est un coup de projecteur que nous donnons sur le phare de Rufisque qui représente en même temps un patrimoine culturel pour la communauté lébou. Laissez-vous emporter par ces images signées Cheikhou Gueye sur un récit d'Amago Robernian. Il se dresse fièrement sur le cap, entouré de blocs formés en demi-cercle. Le voici, le phare de Rufisque. Il a joué un rôle mémorable dans la Seconde Guerre mondiale, plus précisément dans la nuit du 23 au 24 septembre 1940. Un ultimatum britannique est adressé aux autorités françaises de Dakar, leur enjoignant de livrer la place au général de Gaulle. En réponse à cet ultimatum, voici la lettre du gouverneur général Boisson. La France m'a confié Dakar. Je défendrai Dakar jusqu'au bout. Les Britanniques entament alors une opération militaire pour s'emparer de la capitale de l'AOF d'alors. Et c'est à partir de ces 3 appontements en bois que les assaillants prévoient de débarquer. Mais le débarquement n'aura pas lieu. Le camp du général de Gaulle, après l'appel du 12 juin, a voulu contrôler l'Atlantique Sud, mais en prenant comme lieu de départ la capitale de l'Est constituée de Dakar. C'est ce qui a occasionné les 23, 24 et 25 septembre 1940, le bombardement de Dakar pendant 3 jours. Il y a eu plus de 200 morts et plus de 500 blessés. Et à ce titre, si le débarquement n'a pas eu lieu, c'est parce que la place de Rufisque a occupé une place stratégique par rapport à la défense de l'artillerie. À son énergie, au cran de la poignée d'hommes qu'il avait bien en main, que le commandant Millon réussit à faire avorter la tentative de débarquement. Dès le début de l'attaque, les femmes et les enfants sont mis à l'abri des bombardements. Et c'est après qu'ils seront ramenés à Dakar à bord de ce train. Symbolique rempli d'histoire, mais aussi un site culturel important pour la communauté lébou. On négocier les taureaux. La communauté lébou est attachée beaucoup au rite et aux messages liés au culte du totem. On nous dit que dans ce lieu-là, qui constitue un lieu mémoriel, c'est la demeure de Mam Koumbalam. C'est une des demeures de Mam Koumbalam. Et chaque année, il y a un rituel avant l'hivernage initié par la famille de Man Fatsek pour l'immolation de taureaux en vue d'un sacrifice pour un bon hivernage. Le premier lieu symbolique, c'est en face de l'usine Bata.
Le deuxième lieu symbolique, c'est là où nous sommes. Le troisième lieu symbolique, c'est Tchotcho, près du Cap des Biches. Aujourd'hui, le phare est sous la direction de la subdivision des phares et balises. La nuit, il sert de guide aux bateaux. À part le phare des Mamelles, c'est le deuxième phare dans la région du Cap-Vert que vous apercevez au moins à partir de la Gambie et de la Sierra Leone. Voilà donc un repère qui permet aux bateaux de savoir qu'ils sont dans une zone rocheuse et que cela permettait d'éviter tous les accidents par rapport à des abordages. Ça leur permettait à la fois de repérer Gorée, mais également de repérer le port de Dakar qui a été construit bien après le port de Rufisque. Donc nous sommes dans un lieu très symbolique qui est à la fois un lieu de culture, un lieu d'histoire, mais également un lieu de tourisme. Il serait bon, à mon avis, que les autorités de notre pays, de notre ville, réhabilitent ce site très attachant pour en faire un lieu de mémoire, un lieu de pèlerinage. C'est à la fois réhabiliter l'histoire, mais donner un cachet valorisant à notre ville, qui est à la fois une ville de culture et une ville d'histoire, et le phare de Rufisque en constitue une symbolique. Bien qu'il ne soit plus visible sur place, ces deux blocs servaient de support aux deux canons qui constituaient l'armement, et ce lieu servait aussi de garage pour les remorqueurs et navires qui transportaient les arachides. Cette encre qui a résisté au temps en est la trace d'histoire, une trace indélébile. Et on se quitte sur ces traces d'histoire. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci aussi à toute l'équipe de la régie. Bonne suite des programmes sur ITV. Rendez-vous demain dans le 1945.